Salut à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast. Aujourd'hui, podcast plus sur le football. Vous allez apprendre l'histoire d'une personne, forcément comme d'habitude. Une bonne inspiration à avoir au niveau de ce podcast. Vous allez en tirer beaucoup de leçons, vous allez en tirer de ce podcast. Comme vous le savez, depuis le dernier podcast, on a introduit deux jeux. Donc il y aura deux petits jeux, vous allez voir, deux jeux très chouettes, avec des très bonnes questions pour en apprendre plus aussi sur notre invité. Avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à toutes les plateformes, abonnez-vous à l'Instagram aussi de notre invité, allez le suivre, lui donner de la force. Tout est dans la description, vous savez. Et voilà, comme ça, on peut enfin commencer ce podcast. Je vais commencer par la question habituelle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Oui, salut, je m'appelle Terence Couvoir et j'ai 34 ans et je suis congolais du Congo-Brazzaville. Ok. Tu es dans le foot, toi? Et oui, effectivement, je suis dans le foot depuis tout petit. Depuis tout petit. Ça fait combien d'années que tu joues du coup Pouf, comme j'ai dit, depuis tout petit, j'ai commencé à 12 ans, Ok. donc en 2002. Mhm. Donc dans un petit club à peu près comme tout le monde, en provincial. Euh, Là, j'habite à Bruxelles. Et ce club, ça s'appelait Ovatens. Maintenant, c'est Forêt, mais avant, c'était Ovatens. C'était un club dirigé par des Espagnols. Ok, nickel. Et maintenant, tu joues dans quel club du coup? Du coup, là, maintenant, cette année, j'ai signé dans le club de RFC Tournai en D1 amateur. Ok. Ok. Donc c'est un contrat semi-pro si je me trompe pas, c'est ça? Semi-pro, exactement. Ok, génial. Donc tu vises le sommet. Exactement, comme tout le monde, hein, on vise toujours le sommet, on veut toujours aller beaucoup plus loin, jamais se contenter de ce qu'on a. Ok. Donc, je ne suis pas satisfait à ce niveau où je suis, donc je vise encore l'élite des élites et je sais que j'arriverai par l'aide de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Incroyable. Ah, il faut. Et tu joues quel poste, attaquant? En fait, je joue en 7 ou en 11. Mes préférences en 7. Ok, ça va. Et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, le 7 c'est quoi exactement comme poste? Ben, 7 c'est ailier gauche et 11 c'est ailier droit. Ok, nickel. Parfait. Ok, donc c'est pour ça que Ronaldo il avait le 7 à un moment. Ok, Exactement. je comprends mieux. Je pensais que c'était juste un chiffre qu'il avait choisi comme ça C'est de vrai. porte-bonheur, tu vois. Ouais. Non, pas du tout. Ok, nickel. Et Et ton chiffre, ton Mon, maillot. mon chiffre, personnellement, c'est le numéro 11. Ok. C'est le numéro 11. Donc, pourquoi le numéro 11? Parce que il y a deux chiffres. Il y a le 1 et le 1. Donc, ça fait moi et ma femme. ok, Ok, incroyable. Ah, c'est une belle symbolique ça. Ouais. De fou. C'est chouette. Et ta femme te supporte beaucoup, elle t'aide beaucoup dans le football. Énormément. Énormément. J'ai trouvé un bijou. Et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir rencontré la femme de ma vie. Elle m'a toujours soutenu dans des moments difficiles, dans des moments où même moi je voulais arrêter le football parce qu'à un moment j'allais craquer, j'en pouvais plus parce que c'était vraiment compliqué. C'est vraiment un monde de requin. Elle était toujours là pour me donner la force. Elle était toujours là pour me faire comprendre, Terence, tu vas arriver. Tu arriveras, on est ensemble et je te lâcherai jamais. Et donc du coup, j'ai passé des temps très difficiles dans le monde du football. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en moi. Beaucoup de personnes m'ont dénigré. Comme j'ai dit, c'est un milieu vraiment de requins. Donc c'est chacun pour soi, hein. Donc tu peux avoir une personne qui peut avoir des contacts, il va jamais te les présenter. Il va jamais te dire, oui, écoute, je connais un coach, je connais un directeur sportif, donne-moi ton CV, je vais le donner. Et, il va un peu checker et si ton profil est adapté au niveau du projet du club, tu peux venir faire un test. Et moi, j'ai jamais eu ça. Je me suis toujours battu seul avec ma femme. Ok. Ouais, ça veut tout Ouais. dire. Ouais, Tu t'es débrouillé, t'as continué, t'as cru en toi. exactement. Ta femme a cru en toi, donc c'est important d'être soutenu donc Ouais. par ses proches quand Mhm, même. mhm. Parce que tout seul, est-ce que tu aurais trouvé la force de continuer ou... Tout seul, wow, je pense pas, tu sais, parce qu'on a toujours besoin d'un soutien. C'est très important parce qu'il y a des moments où tu es seul, tu pleures, tu cries et tu te dis il faut un soutien moral, psychologiquement aussi, émotionnellement aussi. C'est très important pour trouver un juste équilibre. Et si t'as pas ça, tu peux flancher Mhm. très vite du côté sombre et abandonner et perdre la foi. Et donc du coup, heureusement, comme je dis d'habitude, Dieu m'a fait grâce de trouver cette femme.
une épouse magnifique. Elle a ses défauts, je ne dis pas qu'elle est parfaite, hein. Elle a ses défauts, mais elle a un côté de lumière qui a ébloui ma vie. Et grâce à elle, je suis vraiment épanoui. Nickel. Incroyable. Et donc, comment t'es arrivé jusque-là d'amateur à ton contrat semi-pro? Qu'est-ce qui t'a donné cette force de continuer? Comment t'as fait? Waouh, la foi, Ok. la foi. Pour info, je suis un footballeur chrétien. Mhm. Donc, ma foi est le centre de toute chose. Donc, j'ai toujours cru que Dieu est capable d'ouvrir des portes imaginables. Mhm. Et cette foi en lui m'a jamais, jamais abandonné. Il y avait des moments de doute, c'est clair. Il y a des moments des épreuves, il y a des moments où personne ne croit en toi et tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est ma foi qui a permis aussi de me maintenir et à croire que Dieu est capable de toucher les cœurs de l'un et de l'autre et de créer des circonstances favorables à mon égard et que je puisse réaliser mon rêve et rentrer dans ma destinée. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que quand t'es croyant, ça te donne une force supplémentaire. Exactement, exactement, exactement. Et dans ma génération, personnellement, parce que je suis de 1990, de ma génération, il y a beaucoup qui avaient réussi avant moi. Mhm. Je peux dire, j'avais un ami à moi qui s'appelait Chucho Nzouzi, un très très bon joueur, parce que j'ai grandi à Bruxelles, hein, un très bon joueur, des qualités extraordinaires. Il a joué au Brussels, il a joué à Genk, à Malines, il avait signé son premier contrat pro aux Eagles en Hollande. Et à l'heure que je te parle, ben, la personne qui était bon, qui était qualifiée, il joue plus au foot. Mhm. Il a eu certains problèmes dans sa vie, et il a rencontré une personne qu'il fallait pas, et voilà, il a flanché du côté obscur de la force, tu vois. Et j'avais aussi un autre joueur que j'aimais énormément qui habitait dans mon quartier où j'habitais avant à Neder. Il s'appelait Kevin Makila, un très beau, lui c'est un 91, mais c'est à peu près la même génération, 90-91. Un très bon joueur, Kevin Makila, un très très bon joueur. Il a fait ses classes à Nerped, à Anderlecht. Très Mhm. bon joueur, très très bon joueur. Il a signé son premier contrat pro à Rennes. Et alors de se concentrer, d'être focus sur la famille et sur le football, il a commencé à sortir, il a commencé à fréquenter des personnes qu'il fallait pas, il était plus trop focus sur le football, il avait cru que ça y est, j'ai signé mon contrat, je suis arrivé, or c'était juste le commencement en fait. Donc du coup, à l'heure que je te parle, il est plus pro et il joue plus au football. Il Mhm. a grossi et tout, et donc voilà, j'ai aussi un autre joueur aussi que j'ai grandi avec aussi, Jean-Marie. C'est aussi à peu près la même génération. Lui, c'était juste problème familial. Il a fait Mhm. aussi ses classes à Anderlecht, à Nerped. Et du coup, ils ont déménagé, ils sont partis habiter à Namur. Et il a dû chercher un club. Il est parti en provincial. Donc, je passe en national, en provincial pour remonter l'échelle. C'est vraiment compliqué. Et à l'heure que je te parle, bon, c'est pas qu'il a abandonné, mais il flanche plus sur du côté coach. Il a eu son diplôme UFAB, mais il reste toujours dans le monde du football, quoi. Ok. Ça, Donc c'est j'en ai bien ça. encore plein, si je dois raconter de ma Ouais, génération, ouais, ouais. qu'ils ont pas percé, c'est incroyable, incroyable. Ouais, donc ce que tu nous montres, c'est que l'entourage, c'est super important en fait. Très important. Bien Très... s'entourer de bonnes personnes, comme tu disais avec Luca, que on est... il avait dit quoi? Il y avait une expression avec les personnes, c'était En fait, dis avec qui tu traînes. Et... ouais, dis avec qui tu traînes, on te dira ce que tu deviendras, c'est ça? Exactement, Ouais, c'est Ouais, exactement. ça. c'est vraiment ça de fou. Ouais, on disait si tu traînes avec 5 millionnaires, tu seras d'office le sixième. Si Juste, tu juste. traînes avec 5 footballeurs pro, à moins que tu sois vraiment pas bon, mais de manière Mhm. générale, si tu te débrouilles et tout, tu Mhm, seras mhm. aussi professionnel, tu vois. Exactement, Et si tu exactement. traînes avec 5 dealers, tu seras le sixième, tu vois. Exactement. Ça, c'est indéniable, c'est comme ça dans la vie. La fréquentation, c'est vraiment très, très, très important. Ça peut t'influencer, comme du côté positif, comme du côté négatif. Il faut vraiment faire un tri au niveau des personnes qui sont autour de toi. Parce que tu sais, quand tu réussis un peu dans la vie, tu as des personnes qui se rapprochent près de toi, des nouvelles personnes. Mm. Tu as des personnes par intérêt, tu as des personnes qui t'avaient quitté et maintenant ils ont su que tu as réussi, ils reviennent vers toi. Tout ça, c'est pour que eux, leur, entre guillemets, leur image sort aussi. Mm. Oui, je le connais, c'est mon pote et tout, etc. Mais le plus important, comme j'ai toujours dit, malgré ces personnes qui peuvent revenir à la charge, il faut toujours le discernement.
Tu sais que lui, il vient, c'est par intérêt. Tu sais que lui, il vient, il veut juste être connu à travers moi, à travers ma réussite et tout, etc. Faut pas repousser tout le monde. Faut pas être extrémiste. Mhm. Mais il faut être un exemple. Et à travers cet exemple, ça peut donner la force à dire si lui, il a réussi, moi aussi, je peux réussir. Mhm. Si lui, il a pu atteindre ce niveau, moi, peut-être, je peux aussi atteindre mon niveau à moi, dans le domaine où je suis. C'est très important. C'est très important. C'est sûr. Ben, tu sais que tout bêtement, à chaque épisode du podcast, il y a un nouvel invité Mhm, qui est, on va dire, expert ou vraiment bon dans un domaine. mhm, Et à chaque fois, moi, ça m'apprend des choses et tout, ça me fait devenir une personne meilleure, tu vois. mhm, mhm. Ouais, comme tu dis, l'autre footballeur aussi, on lui avait demandé s'il y avait des mauvaises fréquentations qui venaient ou alors des gens, comme tu as dit, qui viennent par intérêt. Exactement. Et ouais, il y en a, mais au fil du temps, tu vas savoir s'ils viennent par intérêt ou pas. Tu Exactement. vas développer comme un sixième sens en Mhm, fait. mhm, mhm, Je sais mhm. pas si tu le sens déjà maintenant ou pas. Ouf, moi déjà de base, euh, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai eu des amis, je ne veux pas aussi dénigrer mes anciens amis. Quand je dis mes anciens amis, c'était qu'on avait le même délire. Donc du coup, j'ai grandi un peu dans un milieu un peu street, ghetto youth. Mhm. Et ça a failli détruire ma vie. Vraiment, ça a failli détruire ma vie. Et l'objectif, c'était vraiment de ne pas réussir. Donc, c'était mes amis, on partait en boîte, on faisait des braquages, on tapait des gens, bagarre entre mondes urbaines, quartier contre quartier, tu vois. Et en parlant de ça même, bon, lui, c'est pas vraiment un ami, mais c'est une connaissance dans le milieu du football. Et lui, il a grandi aussi à Neder. Après, il a déménagé, il est parti habiter à Ever. Il s'appelle Yannick Louamba. Et il est joueur professionnel, il joue à FC Liège. Mhm. Et du coup, à l'époque, son quartier et mon quartier, on se bagarrait entre nous, quoi. Et lui, il a eu la grâce au bon moment. Il a arrêté ces bêtises-là, il s'est concentré focus sur le football. Il jouait à Wistar à l'époque, il a signé son premier contrat. Et puis c'est là, c'est parti, il a joué à OHL, à l'étranger, en Turquie. Et donc là, il s'est stabilisé énormément dans le football avec sa femme et ses enfants. Il donne son expérience qu'il a eue, parce qu'il a joué beaucoup hein, au FC Liège. Et il est le leader de son équipe et ça se passe super bien. Et comme je dis, vraiment, les fréquentations, c'est très, très, très mauvais. C'est très, très mauvais. Les mauvaises fréquentations, si tu les as autour de toi, il faut vraiment, vraiment très, très vite s'écarter. Ouais. Et tu jouais déjà au foot au moment où tu traînais aussi dans les quartiers et tout. Exactement. En parlant de ça, à cette époque-là, je jouais à Tubize. Mhm. En fait, avant Tubize, j'étais à Willebroek. Mais à Willebroek, j'étais en U19. J'étais entre la réserve et les U19. Et du coup, j'ai fait une année à Willebroek. Et du coup, par après, je suis parti toquer la porte à FC Tubize. Mais à cette époque-là, ils étaient en Division 1, ils étaient descendus en Division 2. Et Mhm. c'était le coach Felice Madu. Je me rappelle très bien. Je suis parti comme ça, au jour au lendemain, je suis parti à Tubize. Un matin, j'arrive comme ça au centre de formation de Tubize et je vois le coach qui était assis avec deux, trois personnes. Et je suis parti à l'accueil. Une dame, elle était là. Elle me dit oui, qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est pour faire un test et tout, etc. Et directement, quand tu es dans le milieu professionnel, ils te disent ça se passe pas comme ça. Tu dois envoyer un email, un CV, on te Ah connaît ouais, ok. pas et tout, etc. Mais moi, toujours fougueux, toujours cette, Mhm. cette envie de réussir. Je voulais pas partir, j'ai insisté. Et puis Dieu a créé la circonstance que le coach Féché Mazu finisse sa petite réunion qui était avec les autres. Je parle avec la dame. Dès que j'ai vu le coach, j'ai stoppé avec la dame. Je suis vite parti, j'ai fiché le coach directement. Et lui, il était étonné. Il me dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai les bombardé. Ouais, bonjour coach, je m'appelle Terence Couvra, je viens de Willebroek et tout, c'est pour faire un test. Nanana. Et lui-même, il a rigolé parce que la manière comment je t'entendais le bombarder, il était mort, il était mort. Il m'a dit, calme-toi, mon gros, calme-toi. Explique-moi, dis-moi qu'est-ce que tu veux. On s'est assis et tout, etc. Après, j'ai regardé la femme et tout à l'accueil. Elle avait, La haine. elle avait la ah, c'était ça, c'était des beaux souvenirs. Et je me suis assis et il m'a dit, oui, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Willebroek et tout. Il m'a dit, t'as joué en équipe première? J'ai dit non, j'étais entre la réserve et les U19. Après, il m'a dit, ben, mon grand, nous, l'équipe première, on a déjà repris les entraînements. En entraînement le matin et le soir. Moi, je te conseille, je ne peux pas t'introduire directement comme ça au sein de l'équipe. Je te conseillerais d'aller en réserve de Tubize.
tu t'entraînes avec eux, tu commences la préparation avec eux. D'ailleurs, ils vont commencer la semaine d'après qui va arriver. Et je vais appeler le coach Ismaël, je me rappelle, c'était un Marocain. Je vais appeler le coach Ismaël et je lui dirai que je t'envoierai un joueur, tu vois un peu comment il est et tout, etc. Et si c'est bon pour toi, ben, je le prends dans le groupe. Et quand je suis sorti de là, j'étais ébloui. Et sachant pas d'argent, il n'y avait pas mes parents, pas d'amis, et j'étais parti seul. Seul avec mon foi encore, tu vois, et la détermination de réussir. Et du coup, ça s'est passé. On est parti en stage avec la réserve en France. Ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des joueurs formidables, Sergio Aragon, des Sami El Koubi, des Alessio, j'ai oublié son nom de famille, des joueurs formidables. Mais personne m'avait appris que quand tu arrives dans ce milieu-là, en national, c'est un monde de requins. Ouais. C'est un jeu collectif, mais c'est chacun pour soi. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être numéro 1. Tout le monde veut que le coach puisse le mettre dans la liste du match pour le week-end. Et je ne vais pas te mentir aussi, j'étais jeune, un peu aussi fougueux. L'orgueil est monté, je me dis, ah, tu bises, tu vois. Et j'étais pas humble, tu vois. Et du coup, la préparation s'est bien passée, les matchs amicaux, tout ça, les entraînements et tout. Mais j'avais encore cette mentalité de ghetto youth, tu vois. Parce que je traînais encore avec mes anciens compatriotes de la rue. Et un match amicaux, comme ça, on avait fait un match contre Jet. Jet, à cette époque, là maintenant ils sont en D2 amateur. À cette époque, ils étaient en P1. Très bonne équipe, je me rappelle très bien. Et il y avait le directeur sportif de Tubis qui était venu voir le match et tout, etc. En fonction de moi, parce que le coach Félix Madieu avait donné l'ordre au coach Ismaël, si le joueur est bon, tu peux le transférer à mon groupe. Et du coup, on joue le match. J'avais pas commencé. Déjà, quand j'avais pas commencé, le match était serré. Je voyais comment mes collègues, ils étaient un peu dramés contre une P1. Attends, vous êtes une division 2, réserve, l'élite. Normalement, et c'est là que j'ai compris qu'en vérité, dans le football, peu importe le niveau, si tu as un beau coach et tu as des bons joueurs autour, tu peux même faire du mal à des joueurs qui sont nationaux. Et donc, du coup, je suis rentré deuxième mi-temps, et dans cette pression et tout, etc. Et on perdait 1-0 contre Jet. Je rentre et tout, etc. Dans la pression, il y avait quand même des supporters, des jeunes de Bruxelles, hein, parce que c'est Jet quand tu bises et tout, énormément de jeunes, donc la pression et tout, les parents et tout, etc. Et à un certain moment, le coach Ismaël, il m'a mis un coup de pression. Allez, t'es rentré. Parce que quand j'étais rentré, je n'étais pas rentré vraiment dans le match. Tu vois, quand tu es réserviste, quand tu rentres et tout, etc., tu dois apporter une bonne énergie et tout, etc. Et moi, déjà, la frustration, je n'avais pas commencé. C'était compliqué. Et là, il y avait 2 joueurs de l'équipe première qui étaient là pour donner un peu la force. C'était Villano, si je me rappelle, et il y avait aussi Berber. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis énervé contre le coach. En plein match, je me suis arrêté et je l'ai fait, ouais, pourquoi tu m'engueules comme ça? Mais avec la mentalité encore du ghetto youth. Et le coach, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son petit carnet, il a écrit, il était comme ça pendant tout le match, il restait plus ou moins 30 minutes, il n'a plus parlé. Il était comme ça. Et écoutez, qu'est-ce qui s'est passé par après le match fini, tout, etc. Il me prend de côté, il me dit, Terence, là, tu n'es pas en provincial. Là, tu es en national. Et je pense que c'est le coach Félix Madieu qui t'a amené pour venir chez nous, pour que moi, je vois si tu as les compétences et les qualités, les épaules pour être en équipe première. Mais je vois, ce n'est pas le cas. Ton comportement n'est pas correct. Tu m'engueules comme ça, devant tout le monde. Il y a le directeur sportif et tout, etc. Tu m'as manqué de respect. Je veux te montrer que je suis ton coach pour le moment. Tu vas aller en provincial. Mais je pensais qu'il m'avait juste puni, tu vois, parce qu'à Tubize, il y avait l'équipe première, la réserve aussi, la provinciale, tu vois. Et je pensais qu'il m'avait juste puni, et je me suis dit, pendant une semaine, il n'y a pas de souci, après je reviens vite en élite, et après l'équipe première et tout. Ça a coûté ma place, parce qu'il y avait Sami El Koubi qui était gaucher, il y avait Sergio Aragon qui est aussi gaucher, et il y avait aussi Alessio, et plus moi. Donc tu enlèves un gaucher, il te reste combien de gauchers? 3 gauchers. Donc c'est bénéfique pour lui, sachant, c'est pas être raciste, sachant qu'il avait un penchant plus sur Sami, parce qu'il était marocain, tu vois. Donc peut-être vouloir aider sa communauté. Et l'ironie du sort,
de toutes ces personnes qui étaient en réserve, la seule personne qui avait réussi et qui avait eu son premier contrat professionnel, c'était Samy, en équipe première. Et donc, du coup, ce comportement-là m'avait pénalisé. L'orgueil était monté, croyant que j'étais arrivé, j'avais personne pour me faire comprendre. Regarde, ça se passe comme ça en élite et tout, etc. J'avais pas géré la pression. Il y avait l'ego, parce que j'ai pas commencé, je suis rentré en deuxième mi-temps. Donc, tout ça, dans ma tête, et je bénis beaucoup Dieu. Pourquoi? Parce que ça a permis que je passe par là pour que je comprenne par après que je n'étais pas prêt. Pas prêt du tout. Tu vois, j'étais pas prêt du tout. Et donc, c'est dû à cela que ça m'avait pénalisé. Mon club du cœur, Tubis, c'est vraiment mon club du cœur. Ça m'avait vraiment pénalisé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai craqué. J'ai craqué et je suis reparti dans mes mauvaises habitudes avec mes anciens compatriotes du Youda. Tu vois. Et donc, voilà quoi. Mais du coup, c'est quoi qui a fait que tu es passé de la mentalité encore, la mauvaise mentalité, à la bonne mentalité? Qu'est-ce qui a fait que tu as Qu'est-ce changé? qui a déclenché en fait? Qu'est-ce qui a déclenché? Waouh! Qu'est-ce qui a déclenché? En fait, j'ai failli mourir. Dans ma vie, dans Ghetto Youth de la street, j'ai failli mourir dans ces bagarres de bandes urbaines, Okay. tu vois. Et du coup, ma mère, c'est une forte croyante, elle priait beaucoup pour moi. Et du coup, au jour au lendemain, ma mère a commencé à m'amener à l'église, tu vois, à aller prier, me présenter au pasteur, le pasteur qui me conseillait, qui me faisait comprendre, c'est pas une vie, t'es un jeune, t'es intelligent, t'as un avenir prometteur, tu dois te calmer, t'as des petites sœurs, et tu fais du mal à ta maman, c'est pas bien, et tout, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir le goût à venir à l'église, au culte, et commencer à construire une petite intimité avec le Seigneur. Et c'est ça qui a commencé à me changer, à méditer aussi un peu la Bible, à lire énormément la parole de Dieu. Et ça a commencé à transformer mon intelligence, à transformer mon cœur et à adapter un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Et ce qui était éteint en moi, parce que j'étais éteint après Tubize, je voulais plus de foot. C'était vraiment night, tu vois. Et j'étais éteint complètement. Et cette petite lumière commençait à s'allumer en moi. Ça commençait à s'allumer. Et après Tubize, je suis parti dans un club qui était Strombeek-Bever. Mais à l'époque, Strombeek-Bever, ils étaient en national. Après, ils ont fait une fusion avec, je pense, avec Molenbeek, je pense. Et puis, ça n'a pas été faillite. Bam, ils sont descendus en provincial. Et à cette époque-là, ils étaient en provincial 2, en P2. Donc, du coup, j'ai repris là-bas. Et tout, ça a été, et tout, etc. Et puis, du coup, après Strombeek, je suis parti de Strombeek à Anderlecht Milan. C'était un ami à moi qui m'avait amené là-bas. Et de Anderlecht Milan, pouf, ça s'est déclenché. J'ai signé à Ciné. Je ne sais pas si vous connaissez Ciné. De nom, mais... C'est du côté de Namur là-bas, un peu plus loin. Et ils étaient en D2 amateur. Et là, c'était aussi compliqué. Pourquoi? Parce que j'étais même pas en équipe première. J'étais en réserve. Et ça a failli me dégoûter, mais ma femme était toujours là pour me dire ça va aller. Et je me rappelle, c'était le coach Roch Gérard. Et un très bon coach, hein, très strict et tout, etc. Tu vois. Et du coup, Ciné, c'était un peu très difficile pour moi parce que j'ai pas touché l'équipe première. Et puis, Ciné, on a dû déménager de Bruxelles pour aller habiter à Turlemont. Et à Tienen, je suis parti de D2 amateur en D3 amateur. Et là, j'ai signé à KVK Tienen. C'était un club flamand et tout, etc. Et là encore, c'était pas avec l'équipe première, c'était avec la réserve. Et du coup, dans ce flow-là, de D3 amateur à KVK Tienen, là, je me suis dit, non, il faut booster, c'est pas possible. J'ai pris mon courage en main. Je suis parti parler avec le coach. Il s'appelait Johan Clay, je me rappelle très 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 bien. Un très bon coach aussi, un très très bon coach. Je suis parti dans son bureau. J'ai dit, coach, j'ai quand même 26 ans, je suis avec la réserve et tout, etc. Et voilà, j'ai joué à Tubize, j'ai joué à Willebroek et tout, etc. J'ai quand même touché un peu la nationale.
Il m'a dit, oui, écoute mon grand, tu vois, le football, voilà, c'est la politique. Continue à travailler. Lui-même dit, hein, c'est la politique, continue à travailler et tout, et on verra avec la direction qu'est-ce qu'on pourra faire. Je ne peux pas prendre la décision seul, soi-disant. Ok, pas de souci, j'ai continué à jouer avec la réserve. On avait une très très bonne équipe, des très bons jeunes, et eux tous aussi, ils visaient l'équipe première. Et du coup, ça n'a pas été, malheureusement, ça n'a pas été. J'ai pas touché l'équipe première, et de là, on a déménagé encore pour aller où? À la province de Luxembourg. Regardez, hein, je passe de, on va dire, à partir de Tubize, Strombeek, D2 amateur, Ciné, D3 amateur, KV Kattinen, province de Luxembourg. Je contacte un club en provincial 2, s'il vous plaît. Et là, je passais vraiment un mauvais. Je passais vraiment Une mauvaise phase. une mauvaise phase dans ma vie familiale, je peux dire. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé au niveau de ma famille, avec ma femme. Beaucoup de choses, ça c'est un peu plus intime. Ouais. Donc, du coup, j'ai contacté le président du club, j'ai un peu envoyé mon CV. Lui-même, il était un peu étonné. Il a dit un joueur comme ça, qui a un peu joué un peu plus haut, même si c'est un peu en réserve et tout, il peut nous apporter quelque chose. Donc, du coup, on a fait un match et tout, etc. Boum, j'ai claqué 2 buts. Il a dit à toi, c'est bon, c'est bon. Et puis, je l'ai fait comprendre. Je passe un peu une phase un peu très difficile. Je vis chez ma belle-mère et tout, avec ma femme et mes enfants. On n'a pas d'appartement. On dit, oh, mon grand, il n'y a pas de souci, j'ai des appartements. Non, t'inquiète. Bah, il m'a donné un appartement. On s'est, comment dire, on s'est fixé genre un accord commun en fonction des primes de l'appartement. Et donc voilà quoi. Après là on a déménagé de province de Luxembourg pour venir à tourner. Mais c'est pas fini. Ce qui est beau dans ce parcours, ce qui est vraiment magnifique, quand j'habitais à la province de Luxembourg, je descendais à Bruxelles pour aller m'entraîner avec des joueurs qui étaient pros, s'il vous plaît. Des joueurs qui étaient pros à cette époque, c'était la période du Covid. Et donc, certains joueurs qui étaient sans contrat, et c'était des amis entre eux, et ils s'entraînaient entre eux. Et moi, je suis parti là-bas, je connaissais certains joueurs, par exemple, il y a Geoffrey Mongenibia, il y a Yannick Louamba, que je connaissais, Hervé Cagé, que je connaissais, François Compagnie, qui est le petit frère de Vincent Compagnie, que j'ai rencontré là-bas. Et on s'entraînait dans le club de BX, qui est le club de Vincent Compagnie qu'il a acheté. Hein. Okay. Et on s'entraînait là-bas du lundi au vendredi, tous les jours. Et j'ai appris énormément. Mais je ne vais pas vous mentir, c'était très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que le rythme et l'intensité qu'il donnait, ça me dépassait. L'intelligence de jeu, la vision de lire le football, c'était extraordinaire. Et celui qui m'a vraiment impressionné, c'était Geoffrey Mongenibia. L'élégance, costaud, intelligent, la vision de jeu, belle frappe, extraordinaire. Et celui qui m'avait vraiment, je peux dire aussi épanoui au niveau techniquement balle au pied, c'était Hervé Cagé. Lui, je l'appelle le magicien. Lui, c'était incroyable. Il y a aussi celui qui m'avait énormément aussi impressionné, c'était Yannick Louamba. Lui, c'est football de la street. Lui, c'est vraiment la rue. Ils s'en bat les couilles. Et lui, c'est vraiment... c'est Yannick. Voilà, lui, c'est vraiment... Et puis, tu avais des joueurs comme Karim Tarfi, qui a fait ses classes à Anderlecht aussi. Très bon joueur, très bon cardio, techniquement, pas trop de déchets dans son jeu. Il joue simple, vraiment extraordinaire. Et donc, c'était du lundi au vendredi. Donc, je quittais la province du Luxembourg pour aller à Bruxelles pour m'entraîner avec eux. Ouais. Du lundi au vendredi. Et eux-mêmes, ils étaient dépassés. Mais Terence, tu t'imagines ce que tu fais? Mais ça les a touchés parce qu'ils ont vu ma détermination. Ils ont vu ma détermination. Les 2 semaines, c'était très difficile. C'était vraiment très difficile. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas des robots. Hein. Eux aussi, ils étaient fatigués. Mais ils avaient une mentalité, je suis fatigué, mais je ne le montre pas. Mais moi, j'étais fatigué, je le montrais. Après, Yannick, un jour, juste pour un peu me taquiner, il est venu vers moi. Oh, Terence, t'es fatigué. Moi, j'étais crevé. Et c'est beau. Et j'ai gardé le contact avec
Geoffrey Mongenguibia. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé par après? Il y avait un système de club des joueurs sans contrat. Ça s'appelait le FC Fray Pro Player. Et c'était le coach Eddy Vandenberg, l'ancien coach de Zulte Waregem. Et du coup, grâce à Geoffrey Mongenguibia, il m'a amené là-bas. J'ai fait un test, si vous voulez, de une semaine. Le coach Eddy, il a vu un peu du potentiel qui était en moi. Au début, c'est aussi de la rame parce qu'il y avait quand même des bons joueurs. Tu avais des Neil de Paul, tu avais des Riel Van Damme, tu avais encore les François Compagne qui étaient aussi là, qui venaient, les Geoffrey, les mêmes Pelé Mboyo. Tu avais qui encore Julien Vercotteren aussi. Vercotteren, ouais, c'est Et ça. tu avais des bons petits bébés qui ont touché du national en D1 qu'on voyait à la télé et je les voyais en face comme ça. Et la qualité du jeu, incroyable. La qualité même de l'entraînement, de l'entraînement que le coach Eddy donnait. Pour certains joueurs, par exemple comme Geoffrey, je reviens encore, ça l'énervait. Parce que pour lui, c'était comme si c'était du b.a.-ba. Tu vois. Mais pour moi j'aimais bien. Parce que les Flamands, ils aiment bien les passes spell, cuts. Tu vois, donc lui, Geoffrey, c'était, viens, on fait juste un échauffement et après on passe directement à la possession ou au tir. Et lui, c'était comme ça. Mais moi, ça me faisait du bien parce que, à peu près, c'était la reformation pour moi. Et je prenais ça vraiment à cœur. Et j'ai passé 2 ans là-bas. Au FC, au FC Pro Fray Player. Et c'était magnifique. On a fait des matchs contre Anvers, contre Charleroi, je pense aussi contre la RAL et tout, etc. Mais moi, j'ai pas joué contre des grandes équipes de D1. Pourquoi? Parce que le coach Eddy Vandenberg m'avait pris à côté, il m'avait dit, mon grand, t'as pas encore le niveau de ce niveau d'intensité de jeu. Et c'était beau parce que c'était un coach qui connaissait à peu près mon niveau. Donc les matchs amicaux des fois qu'il organisait, c'était souvent, si c'était la D2 amateur, je jouais. Si c'était la D3 amateur, je jouais. Il voyait que je m'améliorais, mais j'étais pas encore prêt pour la D1A. Et du coup, donc les matchs contre Anvers, Charleroi, tout ça, j'ai pas pu jouer. Mais c'était des matchs que eux ils ont joué, mais malheureusement ils perdaient aussi. C'était compliqué aussi, compliqué pour eux. Et j'ai passé des bons moments là-bas. Le vestiaire, c'était magnifique, on rigolait, c'était des blagues extraordinaires. Et je quittais la province de Luxembourg encore, hein, pour venir à Bruxelles, à Berchem, pour aller en voiture avec Geoffrey Mongenguibia presque tous les jours jusque là-bas, quoi. Donc je peux dire de tout cœur que Geoffrey a été un canal pour moi dans ce milieu-là. Et c'était un joueur qui était très dur, très très dur envers moi. Et même certains joueurs, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a, Geoffrey, contre Terence? Il a un problème contre lui. Il était toujours acharné, assidu contre moi. Je ne comprenais pas. À chaque fois. Mais par après, je ne mens pas, des fois quand je rentrais à la maison, je pleurais. Ma femme disait, mais pourquoi tu pleures? Mais pleure pas de tristesse, de... Tu vois, je suis pas quand même un gamin, je suis père d'enfant, il me parle comme si j'étais ça. Tu vois. Et donc voilà quoi. Mais il faisait ça pour m'aiguiser, pour m'apprendre. Parce que c'est vraiment un monde de requins. C'est vraiment un monde, si tu n'es pas prêt, on te bouffe. Que ça soit dans les vestiaires, que ça soit sur le terrain. Tu dois être toujours le meilleur. Toujours être le meilleur. Quand vous êtes à l'entraînement, il n'y a plus d'amis. Hein. C'est chacun pour soi. Et je faisais certaines fautes qui énervaient Geoffrey. Parce qu'il savait en soi, ces fautes-là, c'est amateur. Tu ne peux pas faire ça, Terence. Et celui qui était bien, même si souvent, il ne le disait pas, mais ça se voyait dans son regard. Celui qui était bien, il voyait que je m'améliorais, il ne me criait pas. En fait, j'avais compris. Quand il ne me criait pas, c'est bon. Quand il criait, c'était là, j'ai fait des gaffes, des bêtises. Et je le dis jusqu'à maintenant, et ça sera jusqu'à la fin de ma carrière, Geoffrey Mongenguibia était vraiment un mentor pour moi. Un mentor, c'est vraiment un joueur que j'admire énormément, hormis son caractère que certaines personnes connaissent et tout, mais footballistiquement, extraordinaire. Extraordinaire.
Mais en fait, il faisait ça pour ton bien, tu vois. Pour mon bien. C'était un mal Exactement. pour un bien, pour t'endurcir peut-être mentalement et tout. Parce que, Exactement. ouais, ils voyaient sûrement ton potentiel. Exactement. Exactement. Et d'autres personnes, ils peuvent pas blâmer ça, hein. Mhm. Parce que si tu n'es pas humble de cœur, ça peut partir en bagarre, hein. Mm. Parce que c'est un monde d'ego. Ouais, c'est Et sûr. moi, je me suis tué comme un enfant. Donc, c'était une formation pour moi. J'apprends au milieu des joueurs qui ont touché la nationale. Tu te tais, Terence. Même si c'est un jeune joueur qui a 20 ans ou 21 ans, il a joué à Charleroi, que ce soit en réserve ou en équipe première, il a eu quelques matchs. S'il te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu écoutes. Parce qu'il a joué beaucoup plus haut que toi. Donc, tu te soumets à lui. Et c'est ça l'humilité, c'est très important. C'est très important. Même un gamin, excuse-moi du terme, quand je dis gamin, c'est pas pour minimiser les jeunes. J'enlève gamin. Même un jeune peut t'apprendre. Si tu es âme de cœur, il peut t'apprendre certaines choses que toi, tu n'as pas appris. Mhm. Et c'est pour ça que je dis que à Tubize, Dieu avait permis que je joue à Tubize, mais c'était aussi pour me faire comprendre, Terence, t'es pas prêt. Mhm. Moi, Dieu, je sais quand tu seras prêt. Et je créerai des circonstances, je mettrai des personnes autour de toi pour te former et pour que tu puisses être prêt. Et quand tu seras dans ce milieu-là, tu auras les épaules pour à supporter la pression du staff, la pression du coach et la pression du public. Ben, justement, j'aimerais bien faire une petite parenthèse, tu vois. C'est pour montrer aux abonnés, aux gens, à quel point le mindset c'est important. Parce que t'es passé de. Tu as une chance, enfin, t'avais quand même le bon mindset puisque t'as été à Tubize. Mhm. On t'a laissé une chance, mais tu as, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, gâché cette chance. C'était peut-être. C'est ton histoire, donc ça fait partie de ton parcours, c'est pas grave. Mais tu as peut-être gâché une opportunité que tu aurais pu saisir. Et après, tu t'es amélioré. Tu as été entraîné durement, tu as fait la route de Luxembourg à Bruxelles, si j'ai bien compris, c'est ça. Exactement, exactement. Et là, le mindset, tu l'avais, Mhm. tu as tout donné et ça a payé, tu vois. Et donc là, on voit la différence entre le mindset humble, enfin quand tu es humble ou pas, tu vois. Exactement. Et le fait d'être humble, au final, ça a payé. Et maintenant, regarde où tu joues Attends, redis-moi une fois. En D amateur. En D amateur, tu vois, donc c'est incroyable. Donc ça montre vraiment à quel point le Ouais, mindset c'est a une important. importance dans ta vie, tu vois. Exactement. Important de savoir redescendre pour mieux remonter, Exactement. comme tu as fait dans ton parcours. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui jouent toujours et qui montent toujours au haut niveau, mais après, quand ils chutent, c'est la Mhm. dégringolade. Et même niveau mindset, comme tu dis, ils en font des dépressions. Donc, ouais, descendre pour mieux remonter, c'est Exactement. Mais, ouais, il faut tirer. En fait, au final, tu as tiré une leçon de ouais, ça. ouais. Mhm, mhm, Maintenant, mhm. toute ta vie, je pense, tu vas être une personne humble. Que avant cette expérience, peut-être que tu n'étais pas, ou alors pas assez. Exactement. Donc, tu tires une leçon, même peut-être plus importante que le fait que tu aurais pu jouer avec l'équipe numéro 1 de Tubize. Mhm, mhm, mhm. Donc, au final, ça sert toujours de leçon, tu vois, que tu Exactement. garderas toute ta vie. Exactement. On fait le petit jeu. Vas-y, nickel. Bon, ici pour le petit jeu, tu vas devoir piocher 3 pierres. Et pour chaque pierre, ce sera une question. Tu verras. Là, c'est bien. C'est quoi qui m'attend? Oh là 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 là. C'est pas des questions compliquées, t'inquiète. Ah. Ok, première question. Donc, Terence, comment tu gères la pression et le regard des autres? Waouh. Comment je gère ça? En fait, j'ai une attitude moufoutisme. Ça signifie que peu importe ce que tu peux me dire, peu importe ce que tu peux penser de moi, je m'en fous. Tant que c'est pas vrai, ça m'atteint pas. Et j'ai appris à protéger mon cœur. C'est très important. Si tu protèges pas ton cœur et tu laisses des mauvais venins rentrer dans ton cœur, ça peut te polluer et te détruire carrément et te déstabiliser, quoi. Ok, nickel. Ben, Lucas disait la même chose la semaine passée, en fait. Je pense qu'il est tombé sur la même question, il me semble, Ouais, hein. ouais. Et lui, il a dit la même chose. Je m'en fous tant que moi, je sais que ce que je vaux, bah, le regard des autres, ça m'atteint pas. Donc, ça, en fait, c'est ça la mentalité des professionnels. Exactement, exactement. C'est bon, ça. C'est ce qu'il faut, non, mais c'est vrai, parce qu'au final, après, peut-être qu'avec tes proches, ça pourrait plus t'impacter, le regard de tes proches, ou pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme j'ai dit, vraiment, mentalité RAF, quoi. Mhm. Mon foutisme. Tant que c'est pas vrai. Ouais. Même si c'est vrai, je vais pas pencher en fonction de ce que toi tu dis.
moi je sais qui Mhm. je suis. Donc, C'est la mentalité. C'est la qu'il faut, mentalité. le mindset. exactement. C'est- Une deuxième. J'attends que tu vas repiocher la même pierre que Luca. C'est laquelle? Orange? Ouais. Ok, nickel. Ah, ça c'est une bonne question. C'est la chose ou la routine qui t'aide le plus dans ta carrière? Ou même pour te sentir bien, la chose, la routine, une activité que tu fais qui te fait te sentir bien. Une activité. La prière. Mhm. La prière. En fait, c'est mon moteur. C'est vraiment mon moteur. Ça me booste, ça me donne une bonne énergie. Et cette énergie me permet à le dégager autour de moi et à impacter les personnes qui sont autour de moi. C'est très important. Parce que tu peux arriver dans un vestiaire, tu sens une atmosphère, oh, tu vois. Hmm. Et si ton énergie ne domine pas, eh ben, cette énergie qui est néfaste va te dominer. Donc du coup, la prière, ça aide à mettre en nous une bonne énergie positive et le transmettre à d'autres personnes qui ont peut-être des soucis, des problèmes ou une frustration et tout, etc. Rien que le fait de te voir, ça te donne la joie. Mhm. Rien que le fait d'être dans ta présence, il oublie les problèmes. Et c'est ça. Ça c'est nickel. En fait, ça m'a marqué ce que tu viens de dire, c'est quand ton énergie est moins forte entre guillemets que celle des autres, c'est celle des autres qui t'impacte. Alors qu'inversement, quand la tienne est plus forte, c'est toi qui impacte les autres. Exactement. Ça c'est incroyable. Exactement. Genre j'ai eu un déclic là dans ma tête. C'est un truc de fou, ça c'est vrai hein, parce que C'est très important. tu vois quand t'es pas très bien et tout Mhm. et qu'il y a des gens qui râlent ou qui se plaignent et tout, directement ça t'impacte. Exactement. Alors que quand t'es bien, t'es de bonne humeur, tu rigoles et tout. Mhm. Si des gens se plaignent, tu fais ah c'est bon, on s'en fout. Tu vois? Ouais, Enfin, ouais, ouais. c'est un petit exemple Mhm. bête, mais Ouais, c'est vrai. c'est pour vraiment. C'est un exemple de la vie Ouais, de tous c'est les ça. jours. hein. Ça, exactement. C'est Exactement. un truc de fou. Et tu Ouais. pries combien de fois par jour, semaine? En fait, la prière, en soi, c'est une intimité de tous les jours. Hein. C'est pas être un extrémiste, être extrême fou de la prière. Non, ça peut être, j'y vais me balader dans les bois et je me recueille à la nature de ce que Dieu a créé et je parle à mon Créateur de mes soucis, de mes problèmes, de mes envies, des choses que je ne comprends pas, des réponses. Et une intimité aussi dans ta chambre, avant de dormir ou quand tu te réveilles. Tu parles à ton Créateur, de le remercier de ses bienfaits, de ses bontés, d'avoir le souffle de vie qui te donne encore, parce que beaucoup d'autres, ils dorment et le lendemain, ils se réveillent pas, tu sais. Mhm. Et donc, c'est une grâce, quoi. Donc, c'est une intimité, en fait. C'est vraiment une intimité, un dialogue comme on a là maintenant un dialogue, Ok. mais avec une force supérieure qui est Dieu, le créateur de l'univers, de tous les esprits, et avoir vraiment la foi que quand tu le parles, il t'écoute. Ouais, c'est pas un acte comme par exemple dans l'islam où tu pries. Non, C'est différent, c'est. non, il y a pas de règles et tout. C'est plus tu- basé sur une intimité de cœur. D'accord, ouais, Tu vois. c'est une discussion. Une discussion. D'accord, Très important. ok. Bah, moi, ça permet d'en apprendre plus aux gens qui ne savent pas non plus. Et la petite dernière. Ah, dédé. Le blanc. Ouh, question Oh, blanche. c'est quoi, Ça, c'est une belle question en vrai. C'est la chose dont tu es le plus fier. Waouh. Je vais peut-être vous choquer, hein. C'est pas le foot. C'est ni ma femme, ni peu importe le contrat. C'est mon premier fils. Mon premier enfant. Quand j'ai eu mon premier fils et j'ai vu les larmes, les douleurs d'une femme quand elle accouche, Mhm. c'est atroce. Et quand tu vois après cette souffrance, un bébé qui, qui pleure, et toi tu vois ça, tu dis waouh, en fait je suis papa. Je passe à un stade de vie où je suis responsable d'une vie humaine, en bien comme en mal. Et c'est une fierté énorme. Et c'est ça ma plus grande joie. C'est mon premier. Après, j'ai eu d'autres enfants, hein, mais le premier m'a marqué. Le premier, Ouais. c'est toujours spécial. Mhm. Et il fait tout comme moi. Papa, je veux jouer au foot comme toi. Papa, je veux être intelligent comme toi. En fait, tout ce que je fais,
il veut le faire. D'ailleurs, il joue aussi à tourner en U8. Donc, Très bien. on parle déjà un peu de lui, déjà un peu futur pépite. Mais toujours, j'essaie de le faire comprendre. Prends du plaisir. Prends du plaisir quand tu vas au foot. C'est pour jouer avec tes amis, d'abord. Pas commencer à dire, papa, je vais être comme toi. Non. Quand tu quittes la maison, tu vas au foot, à tourner. C'est pour jouer avec tes amis, rencontrer tes amis, le coach et tout ça. Et voilà quoi. C'est trop bien parce que toi, comme tu as dit, tu n'avais pas un mentor ou quelqu'un qui connaissait un peu le foot professionnel pour t'aider. Exactement. Et là, tu as ton propre fils qui pourra peut-être toucher ce niveau-là, et je Exactement. l'espère. Et, euh, et tu pourras vraiment l'aider. Mhm. Tu seras comme son mentor en fait. Exactement. Et c'est trop bien Exactement. de transférer ton savoir aussi. C'est très important parce que ce que moi j'ai vécu, je voudrais pas que mon gamin puisse avoir le même parcours. On veut toujours le meilleur vraiment de ses enfants. Donc, moi, pour moi, je m'inquiète même pas. Son parcours est déjà tracé et il aura des combats dans la vie, certes, mais pas comme moi j'ai vécu. Ça, c'est Mhm. impossible. C'est impossible. Et en fait, tu vas essayer de lui inculquer quoi comme chose, les choses les plus importantes que tu veux vraiment qui... Les valeurs de la vie, Mhm. c'est très important. Les valeurs. Première valeur, savoir honorer son père et sa mère. Deuxième valeur, savoir aimer son prochain. Troisième valeur, garder la foi jusqu'au bout. Peu importe les circonstances. S'il a ces trois noyaux, c'est un champion. Mhm. Ouais, c'est sûr. Et l'humilité, c'est dans quelle valeur que tu mets ça? L'humilité, ça viendra en fonction de certaines chutes. Parce que l'humilité, tu dois l'apprendre. Seul, d'abord. Mhm. Parce que si tu essayes de le faire comprendre que tu dois être humble, il ne va pas comprendre. Pourquoi papa me dit je dois être humble et tout, etc. Il faut que la vie l'enseigne aussi. Si la vie ne l'enseigne pas, ça sera un pourri gâté. Donc la vie doit l'enseigner. Il doit comprendre c'est quoi être humble. Il doit savoir c'est quoi l'humilité. Et si la vie ne l'enseigne pas, c'est compliqué. Mais je sais que la vie va l'enseigner. Et ça va venir naturellement. Moi, je n'enseigne pas aux gens à être humble. J'ai appris tout seul. Et je n'enseigne pas, je ne dis pas aux gens, à certaines personnes qui sont autour de moi, tu dois être humble, l'humilité. Non, ils doivent l'apprendre seuls. Et à travers cet enseignement, la conscience se parle. Et quand ta conscience se parle, ça te fait comprendre, allô, mon coco, calme-toi, c'est bon. Stop, sois humble. Sois humble, si tu n'es pas humble, c'est compliqué. Et donc voilà. Et souvent, quand je dis c'est la vie qui va l'enseigner, c'est que Dieu va créer des circonstances autour de lui. S'il est orgueilleux, s'il y a des symptômes de l'orgueil, ou s'il y a des symptômes, oui, je connais mieux que mon papa et tout, etc., tu vas faire, t'inquiète pas, Terence. Je vais créer des circonstances dans sa vie pour le briser, pour le faire comprendre qu'il faut être humble et apprendre avec n'importe quelle personne dans la vie. C'est très important. Même les animaux peuvent nous apprendre, c'est important. Mais donc tu tires des leçons de chaque chose qui se passe dans la vie. Exactement, exactement. C'est très 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 important. Mhm. C'est très très important. Mais c'est sûr que si tu tires jamais de leçons de tes échecs, tu vas répéter les erreurs tout le temps et ce sera un éternel recommencement. Exactement. Tant que tu comprends pas de tes erreurs, tu peux pas passer à un autre stade de la vie. Tu vas toujours rester dans la même classe. Si tu comprends de tes erreurs, tu passes à un autre niveau. Et c'est toujours comme ça, étape par étape. Oui, merci Seigneur, je suis en dé amateur. Mais sans être prétentieux ou être orgueilleux, je vise l'élite. Il faut toujours viser plus haut. C'est ça la vie. Évoluer. Donc si je suis à ce niveau en dé amateur, ça signifie que Dieu me qualifie en fonction de mes capacités qui sont moi, qui sont acquis. Il a le potentiel pour à jouer à ce niveau-là. Et si au fil de toute cette année, si je m'améliore encore plus, Dieu va créer la circonstance où je pourrai signer mon premier contrat professionnel. Et comme Kylian Mbappé dit, il n'y a pas d'âge dans le football. Mhm. Peu importe que tu sois plus jeune ou plus vieux, si tu sais jouer sur le terrain, vas-y mon grand. Et que tu n'abandonnes jamais. Et que tu n'abandonnes jamais. Mais je pense que je vais peut-être dire une bêtise, mais Messias Junior,
qui a joué à l'AC Milan, tu vois, l'attaquant. Ouais. Je pense, je me trompe peut-être, mais qu'il a une carrière pro très 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 tard, genre. Il a évolué, si je me trompe pas, au Brésil pendant de nombreuses années, sans percer, et après il a percé, il a joué à l'AC Milan et ça a tourné. Mhm. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a quand même signé une carrière à l'AC Milan en tant que titulaire. Exactement. Mais il faudra aller revoir son histoire, même peut-être que pour toi ce serait inspirant. Mhm. Mais il a persévéré et il a jamais abandonné et Mhm. ça a payé après. Je pense que c'est ça. Message Junior, mettez en commentaire les gars si vous connaissez son histoire. Parce que je l'avais déjà entendu, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire des bêtises, tu vois. Mais Message Junior, c'est un exemple de ça. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Tu sais, le monde du football, c'est devenu du business. Donc, des clubs prennent des joueurs beaucoup plus jeunes, le forment, après le revendent. Au niveau des achats, du transfert et tout, ça devient du business. Mais un gars comme moi, le gars, il a 34 ans. Il n'a jamais fait des classes en élite quand il était beaucoup plus jeune. Il n'a pas eu, centre de formation. Son premier club, c'était en Provincial 2. On va gagner quoi avec lui? Vous voyez? Mais j'ai toujours tendance à dire, si Dieu a un plan et un dessein à accomplir avec une personne, peu importe les personnes qui sont autour, peu importe la mentalité, ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Peu importe. C'est pour ça que je ne m'inquiète même pas. C'est pas de l'orgueil, hein. Loin de là. C'est à peu près comme David et Goliath. Vous connaissez l'histoire. Qui allait croire que David allait terrasser un gros Goliath? Impossible. Humainement, c'est impossible. Il faut une force supérieure derrière pour l'accompagner, pour lui donner la force et lui donner les capacités acquises à vaincre une personne, s'il vous plaît, qui a de l'expérience de guerre. Et David, c'était juste un berger. Vous voyez? Donc, je me vois comme David, une personne qui a aucune expérience dans le monde professionnel et qui va terrasser des Goliaths quand le monde voulu, quand Dieu le permettra. Et c'est pour ça que je dis, je vise encore plus l'élite. Ouais, c'est une belle mentalité ça. Ouais. Mais pour ceux qui... Enfin, moi je crois en Dieu aussi, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est un peu la mentalité du stoïcisme. Ça peut intéresser certains abonnés. C'est une belle mentalité, c'est genre il faut accepter ce qui dépend pas de toi. Exactement. Et jamais rien lâcher, ne pas mêler tes émotions à ton objectif. Surtout, exactement. Très Donc, important. mais moi aussi je suis croyant et j'avoue aussi que ça me donne une force. Parce que quand tu pries et tout, tu te dis ça va aller, tu vois, t'as toujours de l'espoir en fait. Moi, ce qui m'embête le plus dans ma vie, entre guillemets, dans le sport, c'est mes blessures. J'ai souvent des blessures, c'est comme ça, tu vois, c'est dans mon corps. Je suis souvent sujet à des tendinites et tout. D'accord. Et du coup, moi, ce que je demande vraiment quand je prie, c'est de chasser ça, tu vois. J'ai envie de pouvoir faire du sport sans douleur et tout. D'accord. Et après, quand tu fais du sport, tu te rends compte de la chance que tu as. Tu dis, waouh, en fait, faire du sport, c'est vraiment. Genre, moi maintenant, quand je vais au sport, que ce soit natation, boxe, même à la salle, je suis content d'aller. Je vais, j'ai le sourire, je me fais, waouh, je suis content, je peux faire du sport. Tu vois, je vais pas là en me disant, ouais, je dois aller, j'ai pas envie, tu vois. J'ai vraiment le sourire quand je vais au sport, je suis content, tu vois. Alors avant d'avoir toutes ces blessures et tout, j'allais. Et des fois, je me disais, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie, tu vois, le sport, c'est dur et tout. Et depuis que j'ai ces blessures, maintenant, je vois ça comme vraiment une chance. Quand tu peux faire du sport, il faut le saisir. Parce qu'il y a des gens, ils savent pas marcher. Exactement. Enfin, il y a des gens qui sont aveugles. Enfin, quand tu es aveugle, tu peux peut-être faire du sport, mais on se comprend, tu vois. Donc, j'ai cette chance d'aller au sport, de pouvoir faire du sport. J'en profite quand je peux. Donc, je vois plus ça comme un fardeau d'aller au sport, hein, tu vois. Non, entièrement raison. Toi aussi? Mais j'ai pas de blessure, donc non. Mais je peux comprendre ce que tu dis. On va prendre d'autres exemples. Dès que tu sais pas faire quelque chose normalement, comme la plupart des gens, on va dire, t'es handicapé sur ce fait-là, ça te fait chier en fait. Exactement. C'est ce que j'ai. Et encore une fois, on va prendre l'exemple, parce que j'ai un exemple qui me vient en tête. T'as une personne qui gagne très bien sa vie, vraiment très très bien. Elle peut s'acheter plein de trucs, des yachts, des Ferrari, tout ce que tu veux. Mais ce plaisir-là, il sera éphémère, tu vois. Qu'une autre personne qui n'a pas les moyens, on rêve
d'avoir, je sais pas, un yacht, une Ferrari ou quelque chose comme ça. Mhm. Parce que nous, on l'a pas. Et comme tu as dit, avec ta blessure, nous, on a cette chance de s'entraîner comme n'importe quel individu et la plupart des individus. Donc ça veut dire qu'on a ce plaisir-là. Mais une autre personne qui n'a pas ce plaisir-là, elle le veut, tu vois. Donc Ouais, ça je peut comprends. devenir éphémère pour d'autres personnes. Mhm, mhm. Donc voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si tu Le comprends. fait que, genre, quand il nous manque quelque chose, on veut à tout prix cette chose. Voilà. Et une fois Et quand qu'on l'a, on l'a, se rend des pas fois, toujours compte. des fois, on se dit, oh bah, voilà quoi, je l'ai, mais voilà. Mais une autre leçon que j'ai tirée de ces blessures et tout, c'est que le vrai plaisir, c'est vraiment de faire ce qui nous fait du bien. Mhm. C'est pas les choses matérielles et tout, tu vois. Exactement, Parce exactement. qu'au final, je peux avoir. J'aimerais bien, tu vois, je vais pas mentir, c'est chouette d'avoir une belle voiture et tout. Mais au final, si j'ai cette belle voiture, que je peux toujours pas faire le sport comme je le souhaite, Mhm. au final, la voiture m'intéresse pas, je serais pas épanoui. Exactement, exactement. Je préfère pouvoir d'abord faire le sport comme je le veux et puis Mhm. après avoir, oui, une belle voiture, c'est bien, tu vois, on va pas se le cacher, c'est quand même bien, tu vois. Mhm. Mais le plus important, c'est ce qui te fait du bien mentalement. Donc, dans mon cas, c'est le sport, c'est côtoyer des gens que j'aime bien, discuter avec des gens que j'aime bien comme vous. Mhm. Donc, c'est ça vraiment les bases de la vie, en fait, tu vois. Et ça, les blessures, ça m'a vraiment appris cette chose-là, qu'en fait, c'était les bons moments que tu passais, ce qui te faisait du bien, donc le sport, qui était Exactement. important et pas les choses matérielles, tu vois. Mhm, mhm. Ouais. Ça, c'est De c'est fou. vraiment une leçon importante. Passons au deuxième On jeu. passe au deuxième jeu. Pas de souci. C'est un tu préfères. Donc tu as le choix entre quelque chose ou l'autre. Donc ça va être sur le foot. Tu as 4 questions sur le foot. Donc sur le terrain. Tu as 3 questions sur l'entraînement, tes préparations. Et 3 questions sur la vie de footballeur. D'accord. Donc tu dis forcément lequel tu préfères et t'argumentes un peu là-dessus. Voilà. Donc est-ce que tu préfères marquer un but décisif en toute fin de match ou faire la passe décisive qui permet à ton équipe de gagner? Un but décisif à la fin du match. C'est extraordinaire. Quand ce moment-là, tu peux pas l'oublier. Mm. Parce que après, t'as le staff, t'as tes coéquipiers qui viennent, qui te prennent comme si t'étais un héros en ce moment-là. Et c'est beau, c'est magnifique. Et t'as le public qui crie. C'est un kiff, ça. Je préfère. Incroyable. Ouais, de fou. La sensation, C'est vrai elle doit que- être exceptionnelle quand Et- tu marques un but. Surtout Terrible. dans des grandes compétitions. Exactement, exactement. C'est magnifique. C'est vraiment une sensation inoubliable. Et surtout quand c'est toi qui marques à la fin, mais bon, c'est pouf, Ouais, Explosion. c'est- explosion. c'est puissant. c'est puissant. C'est même quand tu rentres à la maison, la fête continue, hein, tu Ouais. sais. C'est extraordinaire. Ouais, de fou. Tu préfères jouer un match sous une pluie battante ou par une chaleur écrasante? Une pluie battante. Pourquoi? Parce que déjà à la base, les pelouses sont arrosées et quand il y a la pluie, la balle va encore beaucoup plus vite. Et si tu as t'as des bons joueurs autour de toi qui savent bien circuler la balle et qui sont intelligents et que le système de jeu, ça va vite, alors c'est des monstres. Ah, Ok. personne ne vous arrête. Personne ne vous arrête. Hein. Ça c'est clair. Et surtout pour les défenseurs, c'est un bijou parce que les tacles, Ouais, ça glisse bien. ouais, de fou. Tu préfères affronter une défense solide mais peu mobile ou une défense rapide mais qui est désorganisée? Une défense solide et costaud. Pourquoi? Parce que moi, vous voyez bien, je suis pas trop costaud, je suis un peu fin. Ça va. Et, et, les joueurs costauds, ils sont intelligents. Ils sont pas trop rapides, mais ils sont intelligents. Maintenant, ça permet à des joueurs comme moi, qui sont attaquants, qui sont ailiers, à réfléchir beaucoup plus vite avant de recevoir le ballon. Et ça travaille le cerveau. Donc, avant de recevoir le ballon, quelle est ta réaction vis-à-vis d'un défenseur qui est costaud, qui est grand, et il est pas rapide, mais il a un système de jeu où il peut te stopper très vite avec son intelligence. Avec son intelligence plutôt. Donc, je préfère des joueurs de défenseurs comme ça. Ok, Parce que ça entraîne énormément mon cerveau. ok, c'est bien pour toujours devenir le meilleur. En fait. Exact. Toujours cette mentalité-là. Exactement. À la Cristiano Ronaldo. Ouais, de fou. Tu préfères être capitaine d'une équipe moyenne
ou être un joueur clé dans une équipe de haut niveau, mais sans le brassard? Être capitaine dans une équipe qui est moyenne. Pourquoi? Vous allez comprendre. Selon la vision de notre yeux, on voit que c'est une équipe moyenne. Mais en fait, ils ont des potentiels en eux, des capacités qui ne sont pas réveillées. Ils ont juste besoin d'un leader, d'une personne qui a une bonne énergie, de les transmettre et faire ressortir en eux des choses que eux-mêmes ils disaient sur le terrain. Merde, je sais faire ça. Oui, mon coco, tu sais faire ça. Fallait juste un petit déclic. Ok. Et avec des joueurs d'équipe, tu peux battre n'importe qui. Parce que c'est juste des potentiels qui sont en eux, mais juste endormis. Mais qu'ils ont juste besoin d'un capitaine, d'un leader qui a une bonne énergie et qui les réveille. C'est parti. Ouais, c'est vrai. Et du moyen, ils deviennent très forts. C'est tellement important le capitaine en vrai dans une équipe. Hein. C'est très important. J'étais un peu déçu du match de la Champions League de Kylian Mbappé, PSG vs Dortmund. Il avait un peu une mentalité, un peu quand ça n'allait pas, il donnait pas De cette bonne énergie. énergie. Donnait pas. Mhm. Et à ce moment-là, ses coéquipiers avaient vraiment, vraiment besoin de lui. En fait, être un leader, c'est soit tu l'as pas en fait. C'est en toi. C'est une capacité que Dieu met à certaines personnes. Soit tu l'as pas. Et c'est à toi de le découvrir. Mhm. Et c'est ça qui est beau. Et du coup, donc être capitaine, c'est pas le brassard. C'est l'attitude, la mentalité, la bonne énergie, savoir rassembler un groupe et faire comprendre que les gars, c'est pas le fait que je suis capitaine, nous sommes tous un seul corps. Et si nous gagnons ensemble. Si nous perdons ensemble. Donc être capitaine, c'est pas simplement le brassard, c'est un état d'esprit. C'est vrai. Ça Ouais, vient, tout à fait. ça Ouais. vient aussi de Cristiano Ronaldo. C'est ton idole. Idole, je peux pas dire, mais j'aime sa mentalité de vainqueur. Mhm. J'aime sa mentalité d'être le numéro un. Et le joueur que j'aime toujours jusqu'à présent, malgré sa fin un peu tragique, c'est Robinho. Donc depuis tout petit, j'aimais beaucoup Robinho, ses passements de jambes et tout, etc. Et il y a un deuxième joueur que j'apprécie énormément. Il est jeune en âge, mais il est expérimenté dans le monde professionnel. C'est Ousmane Dembélé. Ouais, c'est sûr. Et souvent, il y a des personnes qui me comparent à lui, Dembouz, mais en fonction de peut-être mon style de jeu ou peut-être mon visage, peu importe. Mais je l'aime beaucoup. Il est un peu bruyant Mhm. au niveau de la finition, mais je pense qu'il travaille, mais très bon joueur. Ouais, Un très cool. bon ailier, très rapide, très technique. Je kiffe. Crochet extraordinaire. Il a fait mal. Ah, il fait mal. Ouais, il a fait mal l'euro aussi. Ouais, il fait mal. Il fait du bien. Tu préfères te concentrer sur l'amélioration de ta vitesse ou de ton endurance? Waouh. Euh, Les deux. Ouais, tu peux dire les deux. Si Les tu deux. veux. C'est important les deux. La vitesse sans l'endurance, c'est compliqué. Ouais. Parce que tu peux être rapide, mais si tu es pas endurant, tu te fatigues très vite. Par exemple, nous déjà les attaquants, le fait déjà de faire les efforts physiques, aller Ouais, et retour, surtout t'es ailier et tout. et surtout notre système c'est 3-5-2. Donc si t'as pas ce volume de cardio aller-retour, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, moi j'aime bien avoir le plaisir avec le ballon. Donc j'aime bien toucher, caresser la balle, faire des Mhm. techniques. J'aime ça. Et ça te demande aussi de l'énergie. Donc si tu n'es pas endurant, ça te pénalise. Ouais, c'est vrai. Tu préfères une séance d'entraînement axée sur le travail technique avec le ballon ou sur la condition physique sans le ballon? Acté avec le ballon. Technique avec le ballon. Comme les Hollandais. Pourquoi? Parce que ça te permet à travailler ta lucidité. C'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment de phase dans le jeu, tes muscles ne tiennent plus. Mais le fait que aux entraînements, vous avez l'habitude de faire les phases physiques et techniques avec le ballon, c'est le cerveau enregistre. Donc, Mhm. c'est-à-dire ça puise de ce que tu as appris à l'entraînement en plein match. Et donc, pour certains, tu as une très bonne lucidité. Même si tu es fatigué, tu es cuit, tu sais garder et poser le ballon. Ouais, ouais, c'est vrai. Septième question. Tu préfères te préparer pour un match avec un repas riche en glucides ou en protéines? En protéines.
En protéines. Pourquoi? Je ne vais pas dire j'aime les protéines, mais quand tu joues un match, tes muscles ont besoin de prendre des protéines pour te booster de l'énergie. Certes, c'est bien les jus BCA, tout ça, les poudres là et tout, etc. Mais la protéine, c'est très 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 important. Je mange énormément beaucoup de poulet et je prends aussi des protéines en poudre mélangées avec le lait, un genre de checker. Ouais. C'est très important et ça t'aide aussi à très vite récupérer. Ouais. Donc, je suis pour les protéines. Ouais, de fou. Ouais, c'est important de fou. Tu préfères jouer dans un club de ton pays natal ou dans un grand club à l'étranger? Je suis pas belge. Je suis arrivé ici en 1998. J'avais 8 ans. Je peux dire je suis belge. Parce que je suis arrivé ici, j'étais vraiment petit. Donc j'ai tout fait ici, mes études et tout ça. Donc jouer dans un club à l'étranger, c'est clair. Ouais. Donc par exemple la Belgique. Mhm. Donc mon pays natal, c'est pas que je dénigre mon pays natal, le Congo-Brazzaville. Loin de là. Mais la Belgique, c'est un pays qui m'a accueilli. C'est un pays qui m'a tout donné. Si on me demanderait par exemple de jouer pour l'équipe nationale belge ou l'équipe nationale du Congo, ben, je choisirais l'équipe nationale belge. Non à cause des finances ou à cause de la bonne condition, tout ce qui est autour, non, loin de là. Il faut être reconnaissant vis-à-vis du pays qui t'a accueilli. C'est très important. C'est très important. Et même pour mon fils, hein, s'il doit choisir entre le Congo ou la Belgique, ben, ça sera la Belgique parce qu'il est né ici. Donc j'ai une manière de penser en fonction de la reconnaissance vis-à-vis d'un pays qui m'a accueilli, qui m'a tout donné. Donc s'il m'a tout donné, j'ai le devoir aussi de le tout donner. Ristoun. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est bien d'avoir cette mentalité. Très important. Tu préfères gagner un championnat national ou une compétition européenne? Une compétition européenne. Vous allez me demander laquelle? Champions League. Ça, c'est mon rêve ultime. Non à cause de l'argent, loin de là, bien qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais tu rencontres des grands joueurs et des grands clubs. Pourquoi la Ligue des Champions? J'appelle ça la guerre des étoiles. Déjà, quand vous voyez un peu la scène, l'étoile en ballon et tout, etc. Moi, j'appelle ça la guerre des étoiles. Donc, c'est un club européen, un autre club européen qui, on peut dire, entre guillemets, Dortmund vs Real de Madrid ou Real de Madrid vs le PSG. Donc, en fait, c'est des clubs étoilés qui s'affrontent entre eux. Et le meilleur gagne. C'est pour ça que j'appelle ça la guerre des étoiles. Et ça, c'est mon rêve. J'ai bien dit, ultime. Vous allez me dire, oui, la Coupe du Monde, tout ça. Non, non, ça, c'est pas moi. Mon fils, oui, peut-être, pas de souci. Coupe du Monde, il peut aller. Moi, là, Champions League, c'est top. Là, je joue pas à 200%, hein. 300%. Même si j'ai mal, je pique. Même si je dois crise cardiaque ce jour-là. Crise cardiaque, pas de souci. Je meurs dans le Champions League sur le terrain. S'il n'y a pas de souci, j'arrive devant Dieu. Hein. Voilà. Rêve ultime. Champions League. Donc, c'est à cœur. Champions League, c'est magnifique. Magnifique. C'est vrai, parce que du coup, il y a beaucoup qui auraient forcément hésité entre Champions League ou la Coupe du Monde. Exactement. Rapporter une coupe à la maison ou alors le championnat européen. C'est vrai qu'ils sont tous les deux prisés et c'est tous les deux des très belles compétitions aussi. Exactement. Mais moi, tu vois, j'aurais choisi la Coupe du Monde. Ouais. Ouais, parce que jouer avec les gens de ton pays contre d'autres pays, deux façons différentes de jouer au football et tout. Enfin, après, tu vas me dire, dans les clubs, c'est aussi des façons différentes, mais je sais pas comment l'expliquer, mais... D'autres cultures. Une culture contre une culture, tu vois. Genre, moi, je me souviens, quand je jouais au foot quand j'étais petit en Belgique, je me débrouillais et tout. Mais quand je jouais en Italie, j'étais 3 fois plus fort qu'ici, je te jure. Wow. Parce que tu voulais montrer que chez toi, ça jouait bien, ça jouait comme ça. Tu avais une force supplémentaire que tu n'avais pas ici, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Et Akram m'avait dit la même chose. Il m'avait dit que quand il jouait dans d'autres pays, parce qu'il habite en Belgique, mais il a habité en Espagne et tout, il était plus fort parce qu'il voulait montrer que... Enfin, tu vois, comment ça jouait ici, tu vois. L'ego.
Bah, peu. non, c'est même pas l'ego, mais tu veux montrer que chez toi, ça joue bien, comment tu joues dans ton pays et tout, tu vois. Qu'on est fort Ouais, aussi, voilà, c'est qu'on ça. défend le maillot. Oui, je vois, je vois. Je vois, Oui, t'as pas tort. T'as pas tort. Mais mon kiff, c'est le Champions League. Ouais, non, mais bien sûr. La guerre des étoiles, c'est magnifique. Ça me fait penser à Star Wars quand tu me dis la guerre des étoiles. Exactement. C'est Exactement. inspiré de Star Wars. C'est inspiré. C'est inspiré. Donc, c'est des grands clubs européens qui se rencontrent entre eux et battez-vous. Et le plus grand, le plus fort gagne plutôt. Ouais, ouais. Donc, voilà. Dernière question, du coup, c'est la 10e. Tu préfères être adulé par les fans mais critiqué par les médias ou être apprécié par les médias mais sous-estimé par les fans? Critiqué par les médias. Vous savez pourquoi? J'ai appris quelque chose avec Cristiano Ronaldo. Que je le préserve encore, cet homme. Les médias, ils ont tendance à, comment dire, à te valoriser comme à te détruire aussi. Pour le buzz. Pour le buzz, exactement. Et c'est pas que tu dois prouver, c'est pas que tu dois montrer, tu dois être toi-même. En fait, ce que eux ils disent de toi, toi sur le terrain, tu dois montrer le contraire. Et en fait, en fait, pour moi, c'est un challenge. Mais je réponds pas, hein, parce que les médias, tu peux dire quelque chose qui est logique, hein, ils vont le transformer en autre chose. Hein. Tu vois, après, la direction dans le club, ils disent, mais gros, qu'est-ce que tu as dit, mon gars? Il y a l'image du club, tu vois, il y a les sponsors. Non, faut pas dire ça. Mais j'ai tendance à dire que il faut les laisser parler. Ce que eux ils disent, c'est à peu près comme dans la vie commune. Hein. Ce que eux ils peuvent penser, tant que c'est pas vrai, tant que ça t'atteint pas, tu t'en balèques. Mais sur le terrain, tu montres, mon gars, ce que tu as dit, tu vois. Après, quand tu fais le taf, tu regardes juste les médias. Hein. Ils vont comprendre eux-mêmes. Tu vas faire la célébration. Exactement. J'adore. Ils vont comprendre eux-mêmes. Et après, eux-mêmes, ils vont changer de langage. Mm. C'est des jeux de mots. Et pour un joueur qui est intelligent, c'est un challenge pour lui. À peu près comme Mbappé. Il sait comment changer les trajectoires dans les questions et réponses vis-à-vis des médias. Et ce qui est bien avec lui, c'est que, allez, les médias, ils n'arrivent pas à cerner qui est vraiment qui est Mbappé. Donc, il a une manière de changer des questions et ça trouble même le journaliste. Je te pose une question, toi, Tu vas me poser une autre. tu me poses une autre. Et en fait, il fait ça, tout ça pour se protéger de lui et protéger aussi l'image du club. Donc, c'est des jeux de mots. Et comme j'ai dit, pour des joueurs intelligents, ça devient un challenge pour eux. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce que vous pouvez me dire sur le terrain, je montre autre chose. Et après, vous avez compris. Et cette célébration, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est la meilleure, vraiment. Elle veut tout dire. Vraiment. Elle est tellement arrogante, cette célébration. Ouais, j'adore. Ou alors tu vas près des supporters adverses. Exactement, exactement. Mais dans le moment même, il y a certaines personnes même qui sont à la maison, qui regardent la télé, vont dire, ah, lui, il est orgueilleux et tout, etc. Non, donc, en fait, ce que certaines personnes oublient, les joueurs, ils ont des émotions aussi. Bah oui. Ils ont des sentiments. Il y a certains joueurs qui sont aussi beaucoup blessés au niveau des critiques, des publics, des médias et tout, etc. Et quand à un moment, ils entendent briller, tout ressort en fait. Tout ressort. Donc ça peut arriver à n'importe qui, même à moi. Hein. Ça peut arriver à n'importe Ouais, qui. bien sûr. Donc, Ouais, même au meilleur. exactement. Bon, je vois qu'on arrive tout doucement à la fin. Ouais. On va te poser la question ultime parce qu'après le podcast risque d'être trop long. Tu vois, c'est passé vite finalement. La question ultime, c'est une question qui est en soi simple et à la fois compliquée. C'est quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait percer dans le foot ou dans un sport de manière générale? Waouh. Donc j'ai 3 phrases. Et c'est ça aussi que je transmets ça à mes enfants. Humilité, force et honneur. C'est très important. Si un jeune joueur a ces 3 vertus, il peut être un géant. Vraiment un géant. Et je conseillerais vraiment énormément aux jeunes à beaucoup, beaucoup écouter les aïeux. Beaucoup écouter des personnes qui ont déjà touché le monde professionnel,
des personnes qui ont du bagage, des personnes qui peuvent les transmettre une bonne énergie et que eux, ça les aide dans leur parcours. C'est très important. Et surtout, de ne pas écouter à gauche, à droite. Tu n'arriveras pas, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas fort. Il ne faut jamais écouter, il faut toujours être focus, humilité, force, honneur et l'ultime, la foi. Très important. Il y a des moments où, c'est sûr et certain, tu vas pleurer. Il y a des moments où tu auras des doutes de toi. Il y a des moments où tu vas te dire, il y a tout qui s'écroule autour de toi. Mais ce sont juste des préparations. Ce sont juste des préparations. Et si déjà ça t'atteint et que tu es par terre, ça signifie que tu n'étais pas destiné à ça et que tu n'avais pas les épaules pour. Parce que là-haut, là où il y a les requins, tu dois être comme un poisson qui sort des pics, mais dans la sagesse. C'est très important. Et vraiment être focus sur le rêve que il ou elle veut réaliser. C'est très important. Donc, voilà. Waouh. Et tu nous avais caché que tu étais poète aussi. Ça, c'est à cause de lire des livres. Ça C'est sort, trop bien. ça sort tout seul. Mais ça se voit que il y a aussi un truc très important, c'est tu sais que ouais, j'arrive même plus à parler. J'allais dire Il est sous ouais, l'influence choc. du poète. Sous le choc du poète. Je voulais dire que tu sais si une personne a beaucoup lu de livres ou pas, à la façon de s'exprimer Ah ouais. Mhm. et à chercher les mots facilement ou pas. Moi d'ailleurs, il faut que j'en lise un peu plus du coup. Bon, Mais sur ce, ouais, du coup, ça se voit. Ça se voit de fou que t'as beaucoup lu et que t'as beaucoup appris aussi. C'est Exactement. important. Parce qu'il y a des gens, ils lisent, mais ils apprennent pas Ils apprennent et ils mettent pas en application ce qu'ils ont lu. Exactement. Donc voilà, sur ce, pour clôturer, du coup, merci en tout cas d'être venu et d'avoir partagé ton savoir, cette expérience. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner. Tout est dans la description. Allez le soutenir. Forcément, il faut partager, comme je dis, des ondes positives pour toujours être le meilleur de soi-même, même avec vous qui écoutez ce podcast, qui visualisez, pour devenir une meilleure personne. Donc voilà, tout est dans la description. donnez de la force, c'est Voilà, et on se revoit dans 2 semaines, hein, comme d'habitude. tout. Allez, ciao. Salut. Ciao.